Aujourd'hui se tient le premier colloque de la CIVIS, de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles. Et dans 3 jours, nous sommes le samedi 20 novembre et c'est donc la journée du droit des enfants. Et également la grosse manifestation de nous toutes contre les violences sexistes et sexuelles. Et on a tenu en fait à faire cette action en soutien à la CIVIS, travail, vraiment merveilleux travail qu'ils font, qui est très important. Aujourd'hui on l'entend avec les témoignages très forts, bouleversants. Ce qui se passe en France est grave. Les enfants ne sont pas protégés. On a des lois, elles ne sont pas appliquées. Dans le cadre d'inceste, si c'est des mères qui dénoncent, le système se retourne contre elles. C'est grave. Les chiffres, on a 160 000 enfants victimes de violences sexuelles. Ce sont des chiffres qui sont sûrement sous-estimés. On a 6,7 millions de Français victimes d'inceste. On parle aussi des enfants co-victimes de violences conjugales ou victimes de violences physiques et psychologiques. Et en France, ils ne sont pas protégés. Aujourd'hui on en parle, le sujet est très large, qui traverse toutes les institutions, évidemment la justice, mais aussi l'éducation nationale et la prévention, les hôpitaux, les psychologues, l'État en général. En fait, c'est toutes nos institutions qui ne protègent pas nos enfants. Et c'est grave, on a énormément de souffrance. Merci à toutes et tous. En France, chaque année, 165 000 enfants sont victimes de violences sexuelles, 6,7 millions de personnes, 10% de la population, a subi un inceste. Nous n'oublions pas les 4 millions d'enfants co-victimes de violences conjugales et qu'un enfant sur 5 est tué par un de ses parents. Pourtant, en 2020, seuls 1697 personnes ont été poursuivies pour viol incestueux ou pour agression sexuelle sur mineurs. 70% des plaintes sont classées sans suite. Et seulement 8% des victimes qui ont parlé ont été protégées. Filles, sœurs, femmes, citoyennes, dénonçons la non-prise en charge de la parole de l'enfant et de son parent protecteur. Elia, 2 ans et demi, incestué par son père. Sa mère, Christine, demande à la justice de protéger sa fille. La justice transfère la garde à l'agresseur. Justice complice. Paula, 7 ans, incestuée par son père et un ami de son père. Sa mère, Marie, demande à la justice de protéger sa fille. La justice lui impose une garde classique avec obligation de laisser l'enfant chez l'agresseur un week-end sur 2 et la moitié des vacances. Maïline, 3 ans, incestuée par son père. Sophie, sa mère, demande à la justice de protéger sa fille. La justice place l'enfant dans un foyer à cause du conflit parental. Justice complice. Jordan, 6 ans, incestué par son père. Classé sans suite. Que vaut la parole du parent protecteur en France? La parole ne vaut rien. Stop SAP, stop MRE, stop violence faite aux enfants. Nous réclamons Prévention, formation, justice. Nous réclamons Des actions maintenant. Oui, alors ces problèmes se décomposent très schématiquement en 3 grands types de dysfonctionnements. Premier dysfonctionnement, vous allez avoir un certain nombre de présomptions de fait qui sont tout à fait discutables au cours de la procédure et qui vont en fait permettre de considérer que le parent protecteur est en fait lui-même en tort, est faible, fait mal son travail, est psychologiquement fragilisé, et ment. Pour des raisons absurdes, mais ce sont des présomptions qui jouent. Là-dessus, il y a, je l'ai dit, notamment le cas où
Vous avez le parent protecteur qui fait valoir qu'il est atteint, notamment via des certificats médicaux, donc on va en déduire qu'il a un gros problème, et qui n'est pas en mesure finalement de s'occuper de l'enfant. Que l'on va donc bien souvent donner à l'autre parent, qui est accusé par l'enfant d'un certain nombre de choses graves. Vous avez aussi très typiquement les lenteurs de la justice, notamment la justice pénale, dans l'enquête, qui vont être utilisées par le parent accusé pour dire voyez, je n'ai rien fait, c'est pas ma faute, et l'autre parent, le parent protecteur ment. Ça, c'est la deuxième grande situation où il y a cette espèce de présomption de fait qui joue. Deuxième grand type de dysfonctionnement, c'est le poids énorme aujourd'hui que jouent les expertises, les rapports d'expertise psychiatrique, psychologique, les rapports des enquêteurs sociaux auprès des magistrats, et juges des enfants. Ces rapports sont souvent formellement on va dire assez bâclés. Il y a des éléments qui ne reprennent pas, qui sont graves, des déclarations qui ne reprennent pas, de déclarations de l'enfant qui sont graves, mais ne sont pas, soit ne sont pas reprises, soit ne sont pas utilisées. C'est-à-dire qu'on les nomme, on le dit, puis ça s'arrête là. On a malheureusement des situations où vous avez des expertises qui font état de formules un petit peu toutes faites, la toute puissance du parent protecteur, sur le fait qu'il fait des projections, etc. Et tout ça est repris tel quel par le magistrat, sans réflexion. Sans recul, bien souvent. Et puis évidemment toutes les grandes théories psychologiques très contestables, qui sont aujourd'hui très utilisées, le syndrome de Munchausen par procuration, le complexe de Médée, le syndrome d'aliénation parentale. Donc tout ça est pris directement par le magistrat, utilisé repris tel quel dans les ordonnances, quitte à mettre de côté des éléments parfois accablants contre l'autre parent. Troisième grand type de dysfonctionnement, c'est un dysfonctionnement pénal, avec le délit de non-représentation d'enfants, qui aujourd'hui ne permet pas de prendre en compte ces situations où on a une enquête qui est faite, on a une plainte qui est déposée, une enquête qui est faite, voire des poursuites qui sont déclenchées contre le parent que l'enfant accuse. Et malheureusement, on a en attendant une ordonnance du JAF qui octroie aux parents accusés, par l'enfant, soit la résidence habituelle, soit la résidence habituelle ou un droit de visite et d'hébergement. Eh bien, tant qu'il n'y a pas de condamnation définitive du parent qui est accusé, le parent protecteur va pouvoir être poursuivi, il va pouvoir être condamné. Alors pourquoi il y a ce genre de dysfonctionnement? Il y a beaucoup de raisons. Principalement, vous avez une justice qui est extrêmement encombrée, avec peu de moyens, des juges qui font ce qu'ils peuvent et qui s'appuient d'autant plus sur ces rapports que j'évoque que malheureusement ils n'ont pas le temps. Il y a des textes sur la formation des magistrats qui sont malheureusement pas encore peut-être assez mis en œuvre, c'est-à-dire que la formation est en cours, peut-être pas assez pour la sensibilisation à ces réalités. Il est parti également au JDE. Et puis vous avez la Convention d'Istanbul qui prévoit qu'on prenne quand même en considération dans toutes ces questions d'octroi de l'autorité parentale, qu'on prenne en compte la question de violence commise sur l'enfant. Je crois que c'est la 31 de la Convention. C'est pas encore assez mis en œuvre. Combien de morts faudra-t-il encore à la justice pour multiplier ses efforts ailleurs que dans la publicité gouvernementale et pour enfin prendre la juste mesure, et j'insiste sur juste mesure, de la souffrance d'un enfant? Alors, il y a plusieurs choses à faire évoluer. La priorité, ce serait, pour nous, en tout cas, on est beaucoup pour une juridiction spécialisée qui prenne en charge les violences faites aux femmes et aux enfants. Cette juridiction, ce serait avec des magistrats qui seraient formés aux violences intrafamiliales. Chez les enfants, on a quand même le juge des enfants, le juge aux affaires familiales et le juge pénal quand il y a des plaintes. Et ces trois juges arrivent quand même à avoir des jugements qui sont contraires l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'on peut avoir un retrait de l'autorité
parental d'un côté, et de l'autre côté, avoir un droit de visite et d'hébergement. C'est pas logique, mais pourtant c'est la réalité. Donc en fait aujourd'hui, c'est la cacophonie. Voilà. Et cette justice, elle peut pas continuer comme ça. Donc on milite pour une juridiction spécialisée, on milite aussi pour la formation et la prévention. Alors, solution possible, mieux appliquer les textes, donner des moyens à la justice, oui, et puis vous avez la commission inceste qui a fait 3 propositions. Il faudrait assurer la sécurité de l'enfant dès les premières révélations en prévoyant la suspension de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement du parent poursuivi pour viol ou agression sexuelle incestueuse contre son enfant. Deuxième proposition, assurer la sécurité du parent protecteur en suspendant les poursuites pénales pour non-représentation d'enfants contre un parent lorsqu'une enquête est en cours, une enquête contre l'autre parent pour violence sexuelle incestueuse. Ça, c'est une très bonne proposition. Assurer la sécurité durable du parent protecteur et de l'enfant en prévoyant le retrait systématique, dans la loi, le retrait systématique de l'autorité parentale en cas de condamnation d'un parent pour violence sexuelle contre son enfant. À ça, il faudrait peut-être ajouter, il y aurait beaucoup à dire et je sais que ça peut être contestable à mains égards, et j'en terminerai de toute façon par là, il faudrait peut-être ajouter le recours systématique à la mise en place d'un droit de visite médiatisé dès lors que l'enfant fait des déclarations graves et cohérentes ou qu'il y a des éléments inquiétants ou accablants qui indiqueraient l'existence de violences physiques ou sexuelles contre l'enfant de la part d'un parent, avec dépôt de plainte à la clé. Et là, je pars de faire ça au stade de l'enquête, avant les poursuites éventuelles. Ça permettrait de protéger l'enfant au moins le temps nécessaire à l'enquête, même si, je vous l'ai dit, ça n'est pas sans poser des problèmes et peut-être de graves problèmes. Cela étant, on parle souvent de l'intérêt supérieur de l'enfant, et cet intérêt supérieur, c'est déjà entendre sa voix, c'est aussi protéger son intégrité physique et morale. Donc cela irait certainement dans ce sens. Je sais que le loup n'est plus dans la forêt.